Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, messieurs, encore une fois, bonjour, bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Si vous êtes sur le continent africain, je vous dis bonjour depuis Montréal. Si vous êtes en Europe ou encore l'Amérique latine, pourquoi pas, je vous dis bonjour depuis le pays froid. Il fait froid ici à Montréal et nous célébrons actuellement le mois de l'histoire des Noirs ici à Montréal, chaque mois de février depuis déjà quelques années. Vous pouvez toujours vérifier en fait les dates précises, mais depuis déjà un certain nombre d'années, ici même au niveau du Québec, de Montréal comme tel, on célèbre le mois de l'histoire des Noirs. On se rappelle un petit peu de ce qui s'est passé. On veut en fait expliquer à la population qui sommes-nous réellement, en fait d'où venons-nous. Parce que quand on voit un Noir sur la rue, on se dit mais est-ce qu'il est haïtien? Est-ce qu'il est jamaïcain? Est-ce qu'il est africain? Eh bien, nous sommes là et nous sommes en Amérique du Nord, ici même à Montréal. Et nous recevons aujourd'hui à l'émission une grande dame, Madame Grohué. J'espère que j'ai bien prononcé. Grohué, 3 syllabes. Grohué. Absolument. Comment ça va? Très bien, Henri. Merci. Merci. Merci de votre invitation et ravi d'être avec vous. Ce n'est pas la première fois que nous vous recevons à cette émission. On avait déjà réalisé une petite interview, en fait, via Teams. Oui. Et on s'était arrêté sur une question. Non, j'ai une mémoire quand même. Et vous m'avez dit, alors là, sur cette question, il va falloir que je revienne pour que l'on parle de vive voix. Et vous voilà, en personne. Avant d'aller plus loin, j'aime bien toujours quand même que mon public vous découvre. Oui. Et je fais ça à l'africaine, même si je vous présente longuement, il n'y a pas meilleure présentatrice que vous-même. Qui êtes-vous exactement? Alors, donc, je suis Sadia Grohué, donc arrivée au Canada depuis 20 ans, donc avec mon conjoint Jean Désiré Grohué, donc, et nos 4 enfants. Nous sommes installés actuellement sur la rive sud, ça dira peut-être pas grand-chose à beaucoup de gens qui nous écoutent, bien sûr, mais proche de Montréal. Bien sûr, oui. Donc, donc de 2011 à 2015, donc j'ai été députée fédérale, donc avec le nouveau Parti démocratique, donc où j'ai siégé comme parlementaire, donc députée, donc à Ottawa. J'ai actuellement, donc je travaille dans un organisme communautaire. Donc, dans le cadre de l'employabilité, de l'insertion donc professionnelle, donc des gens éloignés de l'emploi, où je suis coordonnatrice donc, du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, et je travaille avec une autre collaboratrice, coordonnatrice, et également avec des intervenants et des conseillers en emploi, donc pour accompagner des jeunes donc vers un retour en formation ou vers le retour en emploi. Donc, cet organisme se situe à Longueuil, donc place à l'emploi à Longueuil. Donc voilà, pour faire un petit résumé de mon parcours. Il y aurait tant à dire, mais bon, on va se concentrer sans doute sur les questions que vous souhaitez qu'on aborde. Vous savez, c'est quand même fascinant de vous entendre parler de votre évolution ici. Vous êtes arrivé ici quand même il n'y a pas si longtemps quand même. Ça fait déjà combien de temps que vous êtes là? Nous sommes arrivés en 2005. 2005. Oui. On est en 2026. Oui. Donc, vous allez très vite, madame. Oui. Je vais aller droit au but. Oui. Je crois que vous avez une formation dans le domaine de la psychologie. Absolument. Est-ce que je me trompe? Oui, non, tout à fait. Donc moi, je suis psychologue donc, de formation. J'ai étudié en France en tant que psychologue. Ensuite, en arrivant au Québec, donc je me suis inscrite, pas à l'ordre des psychologues, puisqu'il y avait des difficultés au moment où on arrivait pour intégrer cet ordre. Donc, je me suis inscrite à l'ordre des conseillers d'orientation, où j'ai été pendant quelques années conseillère en orientation, avant de revenir donc, à mes premières amours, si je puis dire, la politique. Ça vous a surpris? Est-ce que ça vous a surpris d'avoir de la difficulté à vous insérer dans votre domaine initial qui est la psychologie, après avoir acquis quand même, après avoir obtenu une formation, n'est-ce pas, académique quand même consistante en France, après avoir acquis l'expérience française? Est-ce que ça vous a surpris en arrivant ici, justement, d'être buté par rapport à ce genre de petits problèmes qui vous ont poussé finalement à aller vers autre chose? Bah, écoutez, oui, c'est assez surprenant, hein, puisque quand on vous présente
le Canada, donc et qu'on fait tout le processus. Vous dites on, c'est qui ça, on, donc il y a bien évidemment le gouvernement québécois. Et également provincial, donc Bien québécois, sûr. et donc le gouvernement canadien. Avant votre arrivée ici. Avant notre arrivée, lorsqu'on fait une demande de résidence permanente, donc on passe par tout un processus où on nous présente donc le Canada, les différentes provinces, etc. Nous, on avait choisi de venir s'installer au Québec. Le Québec, parce que c'était francophone, naturellement. Oui, absolument. Ouais. C'était aussi simple que ça. On parle français, on va là où on parle français. Naturellement, oui. De façon tout à fait naturelle. Et donc, on nous a, bien évidemment, nous sommes deux professionnels. Donc, mon conjoint, donc lui, a étudié en droit, donc a un PhD en droit maritime. Moi, psychologue. En droit maritime. En droit maritime, absolument. Donc, moi, psychologue, donc deux professionnels. Et là, on nous présentait vraiment les choses comme tout à fait faciles. Donc en termes de reconnaissance de diplôme, en termes de reconnaissance de nos expériences, que ça allait vraiment couler comme l'eau d'une rivière. Bien sûr, oui. Mais malheureusement, en arrivant, nous avons été butés vraiment à la surprise. Oui, la grande surprise, qu'il fallait pour certains, donc pour nous, en ce qui nous concerne, pour mon conjoint, retourner aux études alors qu'il a un PhD en droit. Il voulait pratiquer comme avocat, il voulait, je suppose. Absolument. Donc, pour le barreau, évidemment, il fallait qu'il retourne. Absolument. Donc, alors qu'il avait fait le CAPA d'avocat, ça, je l'oubliais aussi. Donc, aussi donc, en droit. Le CAPA qui est qui est donc, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat Ici, en France. En France. Oui. Donc, on pensait vraiment que ça allait se faire très, très facilement, mais ça n'a pas du tout été le cas. Et j'en parle dans mon livre. Dans votre ouvrage, oui. Oui, absolument. On va juste rappeler rapidement le titre. Alors, D'une rive à l'autre, donc carnet de bord d'une immigrante, où je fais part de nos expériences, de mon expérience en tant que personne immigrante. Donc, dans tout ce processus d'arrivée, ce processus d'intégration, ce processus de choc culturel, psychoculturel, que je nomme dans mon livre, parce qu'il ne s'agit pas nécessairement que s'adapter à une nouvelle culture, mais il faut aussi traverser tout un tas de difficultés et de barrières, surtout en matière d'intégration et d'intégration en emploi particulièrement. Je vais aller très vite, parce que vous savez, le temps passe si vite à la télévision. Et moi, j'adore blablater, c'est terrible. J'ai un grand défaut, madame, pardonnez-moi. Vous avez eu le temps quand même, une fois ce choc-là passé, vous vous êtes dit, on continue. On est décidé pour nos enfants aussi. Absolument. Pour nous-mêmes aussi. Et je vous ramène rapido presto en France. Oui. La France je vous ramène vers mai 68 en France, où la jeunesse en avait ras-le-bol quelque part, avec le général de Gaulle, avec cette France gaulliste qui sombrait quelque part. La France a évolué. Aujourd'hui, on a vu l'arrivée de l'extrême droite, tranquillement, avec Madame Le Pen, d'abord son père, que l'on prenait à la blague, caricaturale, mais là, la fille est arrivée, même la nièce aussi. Bref, avec un certain Bardella, évidemment, qu'on nous met de l'avant aujourd'hui, qui ressemble d'ailleurs drôlement à M. Jacques Chirac, quelque part. Enfin, bref, c'est ce que j'ai pu remarquer. Pour vous, la France, vous êtes né en France. Oui, tout à fait. Cette France, avec la montée graduelle de l'extrême droite comme telle, les mentalités, les gens aussi, le français lui-même. Et là, je vais vers Paris. Moi, j'ai connu Paris très jeune, en 68. D'accord. Et je trouvais qu'il y avait des blancs partout. Oh là là, ils étaient habillés en manteau maxi et machin. Et moi, j'avais l'air sale, tout maigrichon, même si je le suis encore. Mais quand même, je ressemblais à un petit Africain qui débarquait. C'était l'Europe. Aujourd'hui, je regarde les photos, c'est pas le Paris que moi j'ai vu, c'est autre chose. Je ne dirais pas comme l'autre dame, il y a plein de noirs, mais bon, bref. Oui, plein de noirs et plein d'arabes. Bon, et plus c'est sale aussi. Le Français qui lui observe tout ça, madame, qui est chez lui, il observait tout ça, il a compris, bon d'accord, on a déconné avec la colonisation, bon, ces gens-là viennent chez nous, ils travaillent, ils font des petits jobs, mais quand même, le Français est chez lui, et le Français, quelque part, ça l'énerve, ça l'agace quelque part. Et on voit la montée de cette extrême droite. Vous, je vais m'arrêter là. Est-ce que ça a été un des éléments qui vous a poussé à vous dire, écoutez, moi, je vais m'installer ici parce que je vais avoir la paix pour mes enfants et puis je vais avoir autre chose finalement? Absolument. Nous, on fait le saut donc, en 2005, et on s'installe au Québec.
Mais c'est sûr que dans les années 2000, fin 90, début 2000, donc on sentait vraiment une imprégnation de plus en plus importante du Front National. Ah, vous l'avez senti? Oui, oui, définitivement, dans les discours politiques, Oui. hein, puisque Le Pen était quand même quelqu'un qui était mis de l'avant beaucoup dans nos médias, la télévision, etc. Oui. Et je dirais que la cohabitation devenait de plus en plus difficile entre Français de souche, hein, versus des personnes issues de l'immigration, donc qui étaient français, hein, puisqu'il ne faut pas oublier, hein, moi, mes parents ont immigré en France, mais je suis native, je suis française. Vous êtes née en France, vous êtes chez vous. Absolument. Oui. Hein. Mais malgré tout, on sentait de plus en plus cette montée donc du rejet, cette montée raciste, cette montée xénophobe, hein, de tout ce qui apparaissait comme étranger. Dans les discours, dans les façons d'être, de faire, d'accueillir. Je pense on est arrivé quand même, à cette époque déjà, on était dans une sorte de racisme un peu décomplexé, hein, où les gens ne se gênaient pas de vous traiter de sale noir ou de sale arabe. Ah oui, ouvertement. Pour un non, ouvertement. Pour un oui, pour un non. Sans gêne. Hein. Sans gêne. Oh là. C'est sûr que moi, j'ai grandi hein, dans une cité, HLM, dans ces quartiers. C'était pas la grande banlieue parisienne, donc c'était une petite cité HLM, mais tout de même où on avait beaucoup de familles donc d'origine maghrébine, aussi des familles italiennes, espagnoles. Il y avait tout un melting pot là. Oui, bien sûr. Mais malgré tout, on ressentait vraiment ce rejet. Là. Les odeurs de la nourriture. Oui, absolument. Objet de chicane. Oui, donc, et avec nos 4 enfants, on s'est dit, notre plus jeune avait 3 ans, hein, quand on a débarqué ici au Québec, on s'est dit, on voulait pas qu'il passe par ce rejet, par cette ostracisation, de toujours devoir redire qu'ils sont français alors qu'on les traite de noirs ou peu importe. Donc on ne voulait pas qu'ils vivent vraiment ces impacts-là négatifs dans la société française. Donc on s'est dit c'est peut-être le moment de leur faire découvrir autre chose et aussi de partir dans un lieu, donc le Canada, plus pacifique, où il y a une meilleure acceptation de l'autre, et une ouverture aussi donc de l'autre, puisque le Canada, au départ, hein, c'est quand même une terre d'immigration. Une terre d'immigration, pourquoi? Parce que c'est quand même une immigration contrôlée, choisie. Hein? Et pour nous, c'était l'importance de ce choisi. Hein, qui vraiment qu'on a mis de l'avant en se disant, si on est déjà choisi, ça veut dire qu'en préambule, on va être accepté. Dites-moi, pour le public qui nous regarde, actuellement, parce que je sais qu'ils sont là, particulièrement les Québécois aussi, dites-moi, est-ce que connaissiez-vous le Canada avant de venir ici? Est-ce que vous avez pris le temps, je suppose, de vous informer en dehors de l'information officielle que vous donne l'ambassade ou encore le bureau d'Union Québec de vous-même? Vous avez pris le temps d'aller vous informer réellement sur le Canada et plus particulièrement le Québec, sur son histoire, sur son évolution, pour bien vous situer comme tel, sur l'homo québécois, la personnalité même du Québécois. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Comment ça s'est passé? Pour bien vous situer. Oui, je vous dirais que oui. Nous, on avait donc mon conjoint était venu donc une première fois. Donc il a exploré. Oui, bien sûr. Il a un peu bougé. Moi, je suis venue aussi. Donc c'était pas des longues explorations, tu sais, c'était une visite comme ça. Ouais, une visite de 3 semaines quand même. Donc on a pu justement se sentir baigner, un peu, prendre le pouls. Absolument. Et vous habituez avec l'accent aussi, l'oreille. Hein? Aussi, oui, définitivement. les accents, on peut parler longtemps. Oui. Donc, et on avait, nous, un ami de très longue date, depuis 20 ans, là, plus même maintenant, qui faisait, lui, des va-et-vient, Normandie, Québec. Et il venait pratiquement tous les 2 ans au Québec. Donc,
il connaissait vraiment. Et bon, bien évidemment, à table, il nous parlait toujours du Québec, des Québécois. Et une chose qui nous a vraiment marqué, c'est qu'un beau jour, à table, il nous dit, waouh, si vous décidez d'aller quelque part, allez au Québec. Parce que c'est quand même un endroit pour élever les enfants, un endroit très favorable. Pour élever les enfants. Pour élever les enfants. Mais il ne vous a pas dit pourquoi? En nous disant que à ce moment-là, hein, donc on repart il y a 20 ans, il nous disait il y a quand même beaucoup il y a des espaces très grands. Vous avez, si vous avez une petite maison ou un appartement, vous avez des espaces verts partout. Oui, oui. Donc on ne se sent pas que dans du béton. Là, exactement. Oui. Et donc il y avait aussi toute cette dimension de grandeur aussi de ce pays, donc où on pouvait aller explorer. Mais il ne vous a pas dit quelque chose. Il a pas dit quelque chose que moi j'ai découvert. Oui. L'éducation ici cible la réussite. Oui. L'éducation ici cible la réussite. Alors que dans nos systèmes, l'éducation te bloque à la réussite. C'est toi qui dois briser les barrières. C'est toi qui dois les briser. On te freine quelque part. Ici, on t'aide à réussir. C'est ce que moi j'ai cru constater, selon moi. Ce que l'on ne m'a pas dit, je l'ai constaté beaucoup plus tard ici. Oui. C'est sûr que nous, hein, on a fait le choix de mettre nos enfants dans l'école publique. Oui. Il n'était pas question de parler de privé, et ça s'est très bien passé. On a eu affaire, vraiment, moi je salue toujours, j'ai toujours un mot pour les professeurs, parce qu'ils font la différence donc, dans la vie des enfants. Ils travaillent fort et je les félicite sincèrement. Absolument. Mais là, le temps passe vite, je vais vous emmener sur un terrain direct. Oui. On s'en va en politique, madame. Oui. Quel moustique vous a piqué pour vous lancer en politique, bon Dieu? Et ici, au Québec, plus particulièrement. Je vous dirais que je vais faire juste une petite parenthèse parce que c'est important. Oui. La genèse là, de mon engagement politique. Oui. En fait, j'étais en France à ce moment-là et je me disais, j'étais partie vivre en région parisienne et je suis revenue donc dans mon petit coin de pays là, qui est Istres, donc dans le sud de la France. Oui, oh là là. Et là, je fais le constat, bon, je commence à travailler, mais je fais le constat que malheureusement, au niveau des communautés, pas d'intégration véritable. L'ascenseur social s'est arrêté. Les jeunes, en fait, allaient aux études de plus en plus, mais on avait toujours ce blocage et cet ascenseur social qui était vraiment bloqué. Alors je me disais, mais c'est pas possible, il n'y a rien qui a bougé, il n'y a rien qui a changé. Ce que je décide, à un moment donné, je me dis, bon, OK, pour pouvoir parler des choses qu'on connaît, il faut soi-même aller dans l'arène pour pouvoir en parler et pour pouvoir défendre de façon beaucoup plus claire et nette et être représenté aussi. Bien sûr. Donc là, je décide de partir comme candidate indépendante. Donc dans des élections, donc à ce moment-là, c'était des élections pas municipales encore, départementales. Oui. Donc là, vraiment, je parle, j'organise un mouvement, Istres Égalité, et face à toutes les injustices du moment, je me dis, bon, je peux n'être que mon propre porte-parole. Bien sûr. OK ? Donc c'est comme ça, mon premier mouvement en politique, c'est comme ça qu'il s'est fait. Par la suite, je fais de la politique municipale. Donc ça, c'est toujours en France. Et lorsque j'arrive ici au Québec, je me disais, j'avais toujours ce goût pour la politique. Je me disais, bon, j'ai commencé à regarder, à chercher, à m'intéresser aux différents partis, etc. Et à un moment donné de mes recherches, la vie, là, vous amène toujours là où vous devez aller, là, si je puis dire. Je rencontre une jeune femme, donc membre du nouveau Parti démocratique, et qui me parle du NPD. Je dis, donc on en discute, on était dans une réunion. J'ai dit, oui, c'est vraiment, ça, c'est un parti qui peut m'intéresser. Je m'y intéresse, je vais faire des recherches. Oui. J'aime bien savoir pourquoi. Quel est le contenu de ce parti? Quelle est la viande qu'on peut rechercher dans ce parti? Qui vous a intéressé, vous? C'était vraiment, c'est venu me rencontrer dans toutes dans toute la dimension de justice sociale.
particulièrement. Justice sociale que j'ai toujours défendue. Bien sûr. Quand je me suis la première fois, là, c'était vraiment, je me disais, ah non, il faut plus de justice entre les gens, entre les personnes, quelle que soit leur origine, etc. Il faut vraiment être représentatif de ces personnes. Donc, il y avait ce niveau. Il y avait aussi donc tout le côté donc, de gauche, socialiste, où on investit pour que la richesse soit vraiment redistribuée à tout le monde de la meilleure des façons. Si à un moment donné, donc on doit donner son impôt, c'est parce qu'on a les moyens de le faire. D'accord. Par contre, cet impôt, il doit être redistribué pour que les plus démunis puissent aussi donc, en bénéficier. Et c'est comme ça qu'une société peut évoluer. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là, cet esprit de gauche, là, socialiste, donc, qui m'a attiré donc, au NPD. Un parti travailliste aussi, donc avec des racines donc, de très, très, très anciennes, mais qui n'avaient pas encore percé véritablement sur le plan politique fédéral. L'élection, donc là, on discute, je dis oui, ok. Donc, je me suis engagée donc, au NPD. Et quelques temps après, alors qu'on ne s'y attendait absolument pas, l'élection est déclenchée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2011. Donc, on dissout le Parlement, l'élection est déclenchée, et là, ok, alors, est-ce que tu embarques comme candidate ou pas? La question s'est posée. On en discute avec mon conjoint, je dis, écoute, tu me connais, tu sais que la politique, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai dit, je vais m'engager. Donc, et tout en ne sachant pas qu'on allait former l'opposition officielle. Moi, c'était vraiment ce qui est venu me chercher, c'était mon engagement politique, là. Tu sais. Et si on réussissait, tant mieux. Mais si on réussissait pas, ben, ok, on essaierait une autre fois. Et on a réussi avec Jack Layton, donc notre chef donc de ce moment-là. Et il y a la vague orange. Jack Layton qui vraiment mobilise et autour de qui il est, de sa personne, pratiquement l'ensemble des Québécois. Puisque à ce moment-là, le bloc il perd vraiment tous ses points là, au niveau de l'élection, et les Québécois votent en masse pour le NPD. Et là, je suis élue, donc députée donc, du comté de Saint-Lambert. Et commence mon aventure parlementaire donc, à la Chambre des communes. Donc, 4 ans et demi. Bon, je dis de 2011 à 2015, mais c'est un bon 4 ans et demi, là, où je siège, donc, au départ avec notre chef, malheureusement, qui décédera quelque temps, très, très rapidement, là, au mois d'août. Le chef Jack Layton, oui, au mois d'août de 2011. Et qui était le Premier ministre de l'époque C'était Harper, donc Premier ministre, Stephen Harper. Donc, et nous, donc, on forme tout de même l'opposition officielle avec plus d'une centaine de députés. Madame, bravo. Premièrement, félicitations. Merci. Parce que là, on vous retrouve maintenant à la Chambre des communes. Oui. À Ottawa. Vous êtes une grande dame, mais sincèrement, encore une fois, madame, je vous dis bravo. Merci. Le temps à la télévision, madame, je vous garde. La réalité, vous avez l'expérience politique au Canada, une très grande expérience en tant que femme, et vous êtes vraiment forte parce que vous avez osé, et en France, et ici. Absolument. Et nous sommes ensemble aujourd'hui. Dites-moi, quel est votre... je vais commencer par, tout d'abord, on va aller vite, je vais classer ça avec l'actualité internationale comme telle. Vous êtes africaine aussi quelque part, n'est-ce pas, votre sentiment là-dessus. Et je vais tomber un petit peu sur votre sentiment par rapport à nos relations actuellement entre le Canada avec les États-Unis, un pays, en fait 2 pays qui étaient, comme moi j'appelais des pays frères. Quand j'avais fait ma thèse de maîtrise, j'étais ignorant, je ne connaissais pas du tout la politique canadienne. J'avais compris qu'au Canada, il y avait ce qu'on avait appelé le continentalisme, c'est-à-dire tout ce qui était là à l'époque avant Pearson,
on parlait plus de Est-Ouest, on travaillait avec le Canada et les États-Unis. C'était vraiment le partenaire là, sérieux. Jusqu'à ce que Trudeau, lui, arrive en 68, il dit, ah ben écoutez, c'est bien, d'accord, on peut continuer, mais on peut aussi diversifier. Si on va vers l'Europe, on va vers l'Asie, on va vers l'Afrique, l'Amérique latine, les États-Unis ont dit oui. Et même pire, Trudeau est allé jusqu'en Chine en 1973. Et ça a énervé, je pense, c'était Nixon qui était là. Et là, aujourd'hui, on constate que non, là, Trump arrive, il dit, écoutez, là, je regrette, là, si nous, on n'avait pas gagné cette guerre, si nous, on ne vous a pas aidé, là, on parlerait l'allemand aujourd'hui. Et quelque part, n'avait-il pas raison? Il s'est dit, écoutez, là, ça suffit, on n'est plus, la guerre est finie. Et avant la guerre, rappelez-vous, les Américains ne voulaient pas participer à ça. On l'a fait. Mais on continue encore de vous aider, ça suffit. Je coupe, parce qu'ils savent que chez eux, ça va mal. La Chine est là, la Chine gagne du terrain. Donc, ils cherchent à creuser là où ils peuvent. Vous, en tant que dame politique, lorsque vous vous réveillez le matin, que vous observez l'actualité, que vous voyez tout ça, ça, c'est un point que moi, je vais balancer, mais après ça, je m'arrête. L'autre point, au Québec, ici, on va assister bientôt aux prochaines élections. Nous vivons une situation qu'on n'a jamais connue ici, avec un parti libéral où on a assisté à un mystère quelque part, qui a fait en sorte que le chef se sente délogé comme un vrai coup d'État quelque part, mystérieux. Et là, tout le monde a peur. On se dit, ah, la crainte du Parti québécois, qui est très très forte, qui monte et qui lui cible le côté personnel, l'atteinte de l'être humain. Le Québécois, Canadien, Français, anciennement, qui a cette fierté avec sa langue, avec son être, ils veulent exister. Alors, tout le monde a peur, du moins le Parti libéral n'a pas peur. Là, je m'arrête sur ça. Je vais vous laisser parler avec votre commentaire rapido presto sur les éléments que j'ai cités ici. Allez-y. OK. Je pense qu'en ce qui concerne les États-Unis, le shift qui s'est produit, c'est au moment de l'élection de Donald Trump. Il y a une histoire entre les États-Unis et le Canada, une histoire tout de même qui remonte à un bon bout de temps. Bien sûr. Et cette histoire, Donald Trump a décidé de la réécrire. La réécrire comment? En enlevant... c'est comme s'il y avait une alliance, et cette alliance, elle a été rompue par un seul homme. L'alliance entre, évidemment, l'Europe, aussi oui, ensuite on va commencer Canada, États-Unis, sans compter l'alliance aussi avec l'OTAN et l'Europe. Donc cet homme arrive au pouvoir et il se prend pour le centre du monde, n'est-ce pas? Comme les États-Unis se sont toujours sentis le centre du monde. Il ne faut pas l'oublier. Même dans les différents présidents qui ont été élus, les États-Unis, une grande puissance, la puissance la plus importante sur le plan mondial. Trump arrive avec ses gros sabots en disant, écoutez, voilà, c'est moi qui vais dicter dorénavant les règles du jeu. Et c'est plus vous. Donc, on a vu toute la pression qu'il a mise au Canada en ce qui concerne le fer, en ce qui concerne les voitures, en ce qui concerne donc d'augmenter toutes les je trouve pas le mot. Donc d'augmenter tous les prix, les tarifs au niveau douanier, etc. En fait, je pense que ce qu'on réalise, que ce soit nous, le Canada ou les Européens, c'est qu'on a été trop dépendants des États-Unis. Et que le jeu, en fait, il s'est jamais fait il s'est toujours fait, on le pensait être équitable, mais en fait, le jeu s'est toujours fait de façon plus unilatérale que bilatérale. Et on en paie les conséquences aujourd'hui avec un décideur qui décide à l'emporte-pièce, qui dit blanc un jour, qui dit une autre couleur un autre jour, et on ne sait plus sur quel pied danser avec Trump. Et je pense qu'il est en train de... Il a tellement... l'échiquier, là, il est venu tellement le bouleverser qu'on s'affole, là. Tu sais, vite, on se réunit en Europe pour essayer de se reconcentrer sur une force européenne, bien évidemment le Canada faisant partie de l'OTAN, donc de se rassembler pour faire face à Trump de cette façon.
Donc on essaie beaucoup de choses, mais il y a peu de choses jusqu'à l'heure actuelle qui ont fait reculer Trump. Oui, oui, Hein. oui, oui. Et je pense qu'on est dans une turbulence, à mon sens, à mon avis, politique, internationale, qui va durer encore un bon bout de temps. J'arrêterai là en ce qui concerne les États-Unis et le Canada. En ce qui concerne donc la montée du PQ, donc du Parti québécois, et de leur chef, Paul Saint-Pierre, Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon. Plamondon, je pense. OK. Oui, oui. Ben oui, il a le vent en poupe. Il est jeune. Il est jeune. Il s'exprime très bien. Une nouvelle classe politique. Absolument. C'est un peu... je pense qu'il représente un petit peu le renouveau. On rejoint les parents d'aujourd'hui. Absolument. Ceux qui travaillent, ceux qui ont des enfants, ceux qui vont chercher leurs enfants à la garderie. Absolument. Et il représente un certain renouveau de cette classe politique. Il y a un discours qui plaît, il y a un discours qui atteint les gens. Hein, vraiment, on sent une vague là, bleue, en l'occurrence, qui arrive. Mais moi, là, je mettrai des guillemets. Les élections sont au mois d'octobre prochain. Oui. Être en avance dans les sondages n'a jamais fait une élection. D'accord. D'accord. Donc, le Parti libéral qui a connu aussi un chaos, hein, avec un chef qui a pris la sortie, un nouveau chef là, qui a été... Aussi jeune. Oui, aussi jeune, qui a été... qui semble très dynamique. Absolument. Qui s'exprime très bien aussi. Oui, aussi. Donc, l'élection n'est pas encore faite. C'est pas encore fini. On peut avoir des surprises. Nous, on l'a connue, cette surprise, en 2015, hein, où on était donné premier dans les sondages et on a fini par être troisième parti. Hein. Et il y a la CAQ aussi. Oui. La CAQ, je pense que eux, leur chaos est là pour durer, malheureusement, pour eux. Parce que si on regarde, bon là, je ne sais pas si vous avez entendu certainement parler du rapport concernant le clic SAQ Clic, là, qui quand même mentionne qu'il y a des représentants de certains ministères qui étaient au courant, hein, de ce qui se passait. Ils ont été mis au courant, ils ont eu en main les informations nécessaires pour qu'ils prennent des dispositions. Et les dispositions. J'ai entendu tout à l'heure à la radio un ministre dire qu'on l'avait menti. Oui. Il l'a avoué, il a dit qu'on avait menti. Mais bon. Mais donc, la CAQ, ils sont dans un chaos, je vous dis, et ça continue. Hein, donc, on a quand même un Premier ministre de la CAQ malgré la fougue de M. Drainville, et cette dame qui semble très forte, l'économiste, dont le nom m'échappe, je m'en excuse très infiniment, qui semble aussi très, très dynamique, une jeune aussi, qui a beaucoup d'expérience. On parle d'elle comme une grande économiste, une visionnaire. Qu'est-ce que vous dites dans tout cela ? Je pense que la CAQ ne pourront pas rattraper tout ce qui s'est passé. Vous savez, quand on a un Premier ministre comme François Legault, donc démissionnaire, mais qui attend d'être remplacé, il y a une course qui se fait à la chefferie en ce moment, et avec tout de même un bilan qui n'est pas si reluisant que ça. Ça va être très difficile, hein, quelle que soit la personne et la qualité des personnes que les gens de la CAQ vont choisir, ça va être très difficile de remonter. En fait, nombreux parlent ici d'un bilan marqué par l'indécision. Oui. L'indécision, c'est grave. Pourtant, il y a un cours qui se donne à l'Université de Montréal, au niveau du doc, sur la décision. Écoutez, madame, je vais vous dire merci. Ça passe déjà très, très vite. Le mot de la fin, je vous le laisse rapido presto. Alors, le mot de la fin, peut-être vous dire simplement, je pense qu'on est dans des mouvements politiques, mais d'ordre internationaux, je vais utiliser le terme d'ambivalent, très chaotique,
Et j'ai comme l'impression que les cartes sont en train vraiment d'être redistribuées. Et ce qui va faire la différence, c'est qu'il va falloir des gouvernements forts, Oui. intègres, et qu'ils soient vraiment positionnés par un nombre de la population majoritaire, mais de façon très stricte, quoi. Oui. Oui. Hein, pour donner justement cette force-là, quel que soit le gouvernement fédéral ou provincial, donner un mandat fort, parce qu'il y a trop d'enjeux là qui s'en viennent là. Oui. Et il faudra avoir un mandat fort pour pouvoir négocier vraiment avec tout le chaos dans lequel on est actuellement. Je ne voudrais pas vous garder encore longtemps parce que vous êtes très intéressante, mais là, avant de vous laisser partir, j'ai quelque chose qui est en tête. Là, je voulais qu'on puisse converser rapido presto. Vous avez vu comme moi la décision de M. Trump qui est allé arrêter M. Maduro ainsi que sa femme et qui l'a balancé dans une prison. Et tout le monde, là, on est en train de voir Cuba. Qu'est-ce qui se passe avec Cuba? On va les laisser crever de faim. Qu'est-ce qui va se passer, tout ça? Et là, rapido presto, il y a aussi le Moyen-Orient quelque part. J'ai vu des bateaux là qui sont prêts et tout ça. Dites-moi, rapido presto, votre commentaire. Je vous dis, moi je pense qu'on ne peut plus regarder notre politique interne de façon qu'interne. Il faut qu'on la regarde sur le plan international. Vous parlez du Moyen-Orient, oui. Il y a la Chine, il y a l'Inde aussi. Il y a vraiment des acteurs là qui vont vraiment prendre leur place. La Chine l'a déjà prise de façon économique, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Ils sont très bien situés. Mais moi, ma crainte, c'est que pour faire face justement à cette situation, moi, qui me semble chaotique déjà à l'heure actuelle où on se parle, mais qui va le devenir de plus en plus, pour y faire face, je vous dis, il faut des mandats forts, des mandats clairs, afin qu'on puisse discuter avec d'autres pays, des alliés. On aura aussi certainement des pays qui seront contre, mais de façon à ce qu'on puisse préserver encore cette paix-là qui existe donc, entre les grandes nations que nous connaissons. Alors, lorsque vous parlez de mandat fort, très fort, est-ce que croyez-vous encore en l'unité canadienne comme telle actuellement, avec la situation dans laquelle on vit actuellement? La montée, en fait, du nationalisme au niveau du Québec et également la montée au niveau, je pense, de l'Alberta. Alberta, oui, tout à fait. Moi, vous savez, j'ai fait de la politique, j'ai été candidate, mais j'ai toujours pensé à l'intelligence de la population. On pense que les populations ne sont pas intelligentes. Alors que c'est faux. Ils le sont. Aujourd'hui, ils sont bien informés. Absolument. Oui. Les personnes sont très bien informées, s'informent, vont s'informer. Et je pense qu'il y a toujours ce moment-là, lorsqu'on va mettre son bulletin de vote, où on a un sursaut. Un sursaut qui nous éclaire sur le bon choix à faire. Et moi, je crois et je rends vraiment, je veux rendre honneur à notre population là, qui va voter et qui, à un moment donné, fera le bon choix. Même si les politiques, peuvent nous présenter les meilleurs et les plus beaux des scénarios, mais je pense qu'il y a toujours ce sursaut de la population au dernier moment là, qui vient faire une différence. Et moi, je compte sur des gens éclairés, des gens qui s'informent, pour que, justement, on puisse faire en sorte que les bons choix soient faits donc, en la matière, en ce qui concerne l'unité d'un pays. Et l'unité d'un pays est cruciale. Au moment où on se parle, elle est cruciale. Et c'est elle qui va pouvoir définir quelle place on va pouvoir occuper dans toutes ces décisions-là. C'est plus qu'une décision d'un pays, c'est des pays. C'est des décisions d'ordre international. Ça, il faut qu'on l'ait en tête et qu'on l'ait à l'esprit. Et donc, ça ne va pas concerner uniquement que les Québec in situ, là. Ça va concerner le Québec, dans le Canada, l'Alberta et les autres provinces qui vont faire... C'est comme ça que le Canada va pouvoir sortir son épingle du jeu et faire une différence sur le plan national et international. Encore une fois, merci infiniment. Je vais vous souhaiter une très bonne année en 2026. Merci Henri, à vous de même. Un plaisir. Merci.
Voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Ça va causer. Afro Monde.